quand une bibliothèque universitaire motive le refus, la censure de tout un catalogue d'une maison d'édition, là, je crois qu'il faut vraiment appeler à la vigilance, et je suis très content. Annie est partie tout à fait sur cette cause, à la vitesse de Don Quichotte, moi peut-être à celle de Sancho Panza, mais on luttera contre tous les moulins de la censure, et c'est un combat beaucoup plus important qu'on ne croit aujourd'hui. Voilà, et je lui laisse la parole. Merci. Alors c'est un combat important, et il faut bien dire que dans ce combat où nous sommes depuis des décennies, sauf de temps en temps un tout petit éclair de lumière en position défensive, en position très difficile, où nous sommes victimes d'une censure qui est devenue aujourd'hui écrasante, évidemment, on est obligé de jouer les Don Quichotte dès que l'occasion s'en présente, parce qu'elle ne se présente pas souvent. À vrai dire, d'ailleurs, en ce qui me concerne, elle se présente très souvent, mais j'échoue 29 fois sur 30. Et puis, je le raconte quand même parce que c'est vous dire qu'il ne faut jamais renoncer dans votre propre sphère, si c'est possible, à faire un petit effort et à profiter un petit peu de la tactique. Parce qu'il se trouve que vendredi dernier, un lecteur bien sympathique, qui a d'ailleurs fait ses études à Paris 1, et qui est resté très fidèle, qui est ingénieur d'études à Paris 8 et qui, ayant fait ses études à Paris 1, manifestement conservé l'habitude d'aller chercher les bouquins à la bibliothèque universitaire de Paris 1, et notamment à la bibliothèque Pierre Mendès France, qui est celle du premier cycle, qui donc est censée rendre service aux étudiants des trois premières années, mais aussi à un autre public, puisque l'autre public constitue le tiers de ses lecteurs, s'en va benoîtement, après avoir recensé les rayonnages de la bibliothèque, et constaté qu'il y a 25 Carrère d'Ancos, du Courtois en pagaille, du BHL, du Jean-Jacques Marie, etc. Et ayant appris, puis plein d'autres, voilà, tu peux donner la liste, Bruckmann, voilà. Robert Conquest. Ah bah oui, Robert Conquest, vous savez, la famine génocidaire de l'Ukraine, tout ça. S'en va benoîtement, modestement, remplit un petit papier en indiquant pourrait-on acheter la traduction des guerres de Staline, de Jeffrey Roberts, voilà, et puis il signe GC. Et puis quelqu'un lui répond avec manifestement un grand retard, excusez-moi pour la réponse tardive, non, alors je vous conseille à tous, ceux qui ne sont pas sur ma liste de diffusion, d'aller vous y inscrire, parce que je diffuse la littérature généreusement ces temps-ci, donc vous aurez toutes les pièces écrites de l'affaire. Hein. Et figurez-vous que donc ce jeune homme, ce monsieur, reçoit la réponse non, il n'est pas question d'acheter cet ouvrage qui, a priori, ne présente pas les critères de neutralité nécessaires pour figurer dans nos rayons, non plus que tous les autres titres de Delga. Tout ça a priori. Bien. Alors le lecteur, très gentiment, me dit, ben voilà, écoutez ce qu'on m'a répondu, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, si vous comptez faire quelque chose, ou m'a pas dit si vous comptez faire quelque chose, il a dit quelque chose du style, comme vous ferez quelque chose, tenez-moi au courant de ce que vous ferez. Alors on s'est tenu au courant, entre-temps d'ailleurs il est allé encore vérifier de quoi il retournait. Alors, je vais vous le dire, la bibliothèque, malgré tous ses ennuis, parce qu'il paraît qu'elle était en 2013 remplie à 99,1%, donc je présume qu'il y a eu même des chutes d'ouvrages et qu'ils n'ont pas pu en acheter, mais rassurez-vous, ils ont acheté le dernier Carrère d'Ancos sur les Romanov, l'Empire finissant dans le sang, ou symbole du sang, je ne sais quoi, et Kersaudy, François Kersaudy, qui vient de commettre en 2012 un Staline qui passe pour historien sur sa fiche Wikipédia et dont je vous recommande d'apprécier les critères de neutralité et de scientificité dans la chronique hebdomadaire qu'il assure dans Le Point et dont la dernière me semble parfaitement correspondre aux critères de neutralité
que m'a défini le signataire du refus, c'est-à-dire GM. Alors GM, j'ai demandé, moi j'ai regardé évidemment qui dirigeait la bibliothèque PMF, j'ai demandé au chef et le chef m'a dit que GM était un monsieur, enfin ne m'a rien dit, m'a pas répondu, et j'ai eu un monsieur Molinier, Guillaume Molinier, qui a plein de titres, vous verrez le détail, plein de titres, hein, qui a plein de titres et qui m'a répondu une lettre, écoutez, qui est tellement drôle que vraiment je vous incite beaucoup à la lire, une fois qu'on a pris une tranche de franche rigolade, parce que dans cette période assez triste, je dois dire, on a peu l'occasion de rigoler. Moi, j'ai bien rigolé hier. Mais j'ai bien rigolé, la situation est quand même tragique, parce que qu'est-ce que ça montre? Ça montre tout simplement qu'il y a une censure sur la production scientifique dont on ne peut même pas imaginer la violence et l'ampleur. D'abord, je dirais la première, qu'on ne voit pas ou qu'on voit peu, qu'on a peu de chance de voir, parce que le personnel académique ou qui veut devenir académique, évidemment, ne va pas se plaindre des pressions permanentes qu'il subit et qui l'empêchent de traiter le sujet qu'il voudrait traiter et de la manière éventuelle dont il voudrait traiter le sujet. Mais une fois que le sujet éventuellement académique a réussi à faire un ouvrage, il faut encore que l'ouvrage fasse l'objet d'une recension, d'une invitation, et puis soit accueilli dans les bibliothèques. Alors, je tiens à vous dire, je l'enverrai aussi, parce que je vais envoyer l'autre échange que j'ai eu avec M. Guillaume Molinier, je lui ai répondu. Je lui ai répondu de manière très argumentée, en lui disant, en conclusion d'ailleurs, que je préférais de beaucoup son veto franc à ses arguties contradictoires et humiliantes pour notre intelligence à tous les deux. Et on a continué l'échange parce qu'il s'est lamenté. Vraiment, je remercie tous mes lecteurs, tous les gens de ma liste de diffusion, tous les gens qui ont été informés, d'avoir envoyé des SMS et des je ne sais quoi, enfin des messages de tous les côtés, parce que le pauvre m'a écrit en me disant que c'était affreux de déployer tant de violence, tant de cruauté contre lui. Et puis, je lui ai répondu naturellement, et puis après, j'ai eu une lettre d'un autre correspondant. J'ai pas bien fait attention, j'avais les moyens de voir qu'il était, que c'était pas un jeune homme, mais il m'a confirmé d'ailleurs que je vais pouvoir publier sa lettre, comme il m'a dit, j'ai 70 ans et je ne, voilà, même si les ennuis politiques arrivent dans la période à venir, quand même je ne crains plus grand chose. Et donc, il a lui aussi, ce matin, reçu du même, qui moi m'a traité avec beaucoup de politesse aujourd'hui en me racontant n'importe quoi. Il a reçu une lettre qui lui disait d'une part, non, on ne l'a pas acheté, on n'a pas l'intention de l'acheter, parce qu'aucune bibliothèque universitaire ne l'a acheté. Vous ne voulez pas qu'on achète un ouvrage. Donc vous voyez comment, je dirais, la censure fonctionne. Eh ben non, on ne l'achète pas. Ah ben vous ne l'avez pas acheté, ben je ne vais pas l'acheter non plus alors. Bon, donc d'une part, lui a-t-il dit non, on ne l'achètera pas parce que les autres ne l'ont pas acheté. Puis d'autre part, ça je trouvais que c'était le meilleur, il a fait preuve de l'ironie dont il fait preuve d'ailleurs dans la lettre. Moi, il m'a quasiment accusé de lui faire perdre du temps précieux. Et donc là, il a dit à la personne que il l'incitait vivement à faire le tour de toutes les bibliothèques universitaires de France pour leur demander des comptes, pour leur demander pourquoi elles avaient eu la mauvaise idée ou la bonne idée de ne pas acheter le livre de Jeffrey Roberts. Alors, après recherche, et je dois dire d'ailleurs, aide d'une de mes filles de formation, prof de français, mais de formation historienne et d'archives de bibliothèque, qui est allée regarder dans le fichier Sudoc, je dois vous dire que le livre que je vais vous présenter existe à 7 exemplaires en France. 7 en anglais. En anglais. Alors, quelques grandes universités, vous voyez, 7 en tout, hein. Pas une traduction, sauf à arguer M. Molinier, à la BNF.
À la BNF, vous savez que les ouvrages font l'objet d'une obligation de dépôt légal. Hein. Le dépôt légal, c'est chouette, on n'a pas besoin des bibliothécaires censurés ou auto-censurés. Donc, sachez-le, l'ouvrage existe en français à la BNF, mais il n'existe nulle part ailleurs sur le plan académique. C'est un ouvrage d'une grande importance. C'est un ouvrage d'une grande importance parce que, outre que Jeffrey Roberts a eu le courage, c'est terrible parce que finalement faire son métier d'historien aujourd'hui requiert un courage extraordinaire pour une tâche qui relève tout simplement du métier d'historien. Hein. Aller regarder des sources, beaucoup, aller les interpréter, parce que c'est quand même le métier d'historien que de reconstituer, de mettre en œuvre, de mettre en forme le matériau brut. Finalement, ça ne devrait pas poser plus de problème que faire un meuble quand on a fait les études d'ébéniste et qu'on sait faire un meuble. Or, le problème, c'est qu'on ne peut plus. En France, on ne peut plus. On ne peut plus, et en particulier, on ne peut plus sur l'Union soviétique. Il faut le dire. Et alors là, comme je ne sais pas bien me dépatouiller dans mon... je vais quand même vous reconstituer dans mon portable... je ne vais pas chercher le message, mais il se trouve que la collègue de Paris 1, parce que M. Molinier m'avait expliqué qu'il n'y avait, figurez-vous, à Paris 1, pas d'enseignement de l'espace russe. Il n'y a pas d'enseignement sur la Russie et l'URSS, vous voyez. Un petit pays. Non, un si petit pays qu'on peut compter dans l'histoire du monde, on le comprend bien. Et alors, moi, j'ai souvenir d'une collègue qui s'appelle Marie-Pierre Ray, qui fait une carrière ultra prestigieuse, qui est prof à Paris 1, spécialiste de la Russie et de l'Union soviétique, avec des titres de partout, vous me lirez, vous verrez. Alors, Marie-Pierre Ray, j'ai dit d'ailleurs, M. Molinier, je vais la mobiliser tout de suite, parce qu'elle va apprendre, elle va sans doute me confirmer qu'il n'existe plus d'enseignement sur l'Union soviétique à Paris 1. Alors, ma chère collègue est intervenue, je la connais personnellement, je suis généreuse, d'ailleurs je lui ai évité, vous voyez, on a de ces petites préférences quand on connaît les gens, je lui ai évité l'échange public parce qu'elle est intervenue en disant que tout ça allait s'arranger, que c'était certainement le fruit d'un malentendu, à quoi je lui ai répondu, tu sais très bien que ça n'est pas à elle toute seule, tu sais très bien que ça n'est pas le fruit d'un malentendu, il est impossible de faire l'histoire de l'Union soviétique en France, parce que l'Union soviétique est le monopole de bergers-loups qui interdisent à n'importe qui de faire de l'histoire scientifique. Elle ne m'a pas répondu sur ce point. D'ailleurs, je lui ai fait observer qu'elle-même, ces temps-ci, avait bifurqué vers l'histoire du 19e, puisqu'en ce moment, elle s'occupe beaucoup des campagnes napoléoniennes, des campagnes de Russie. Vous voyez, c'est moins ennuyeux, moins compromettant, puis finalement, on arrive à faire plus de boulot, parce que je pense qu'on peut, en France, traiter plus aisément des archives napoléoniennes que des archives internationales du XXe siècle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien l'avoir en tête. On n'a actuellement aucun ouvrage scientifique sur l'Union soviétique produit par des historiens français. Pas un ou deux, on n'en a pas. Il se trouve que Jeffrey Roberts est un historien qui, depuis 1989, après une carrière au service des syndicats d'ailleurs, a repris son métier d'historien plus académique et a travaillé sur les relations germano-soviétiques, en gros de 1933 à 1939 ou à 1941. Il a fait plusieurs ouvrages là-dessus, fort intéressants, et on peut dire qu'avec les ouvrages non traduits, entre son ouvrage de 1989 et son ouvrage de 1995, on avait une idée des relations germano-soviétiques 1933-1941. On disposait d'un autre ouvrage pour lequel j'ai fait beaucoup de publicité dans la toute petite mesure de mes moyens, mais enfin bon, pour lequel j'ai fait de la publicité, qui est l'ouvrage de Michael Carley, qui est son copain d'ailleurs,
qui est un Canado-américain et qui a fait un très bon bouquin qui s'appelle L'Alliance de la dernière chance en français, qui a été publié en français. En gros, avec d'une part Roberts sur la vraie politique germano-soviétique de 1933 à 1939. D'autre part, Carley, qui montrait à quel point les Occidentaux, et là en français, puisque ça avait été traduit, il est canadien, ou il enseigne au Canada, et ça avait été traduit par les presses universitaires de Montréal. On savait que l'Union soviétique avait eu une politique de grande prudence nationale, une politique de coexistence pacifique voilà, qui était née avec Lénine, hein, puisqu'elle n'a jamais varié. Le discours de Staline sur la coexistence pacifique de 1952 est une simple mise au point sur ce qui valait, je dirais, depuis la révolution bolchevique de 1917. Et donc on savait que l'Union soviétique n'avait aucune responsabilité dans l'échec des tractations avec les Français et les Anglais. Ça, on le savait surtout par Carley, et on savait par Roberts que l'Union soviétique avait pratiqué avec l'Allemagne comme elle avait pratiqué avec tout un chacun, c'est-à-dire chercher à établir des relations les plus propices au développement de l'économie, les plus propices à ce qu'aucune guerre n'éclatât, et puis qu'à partir de 1933, quand même, elle avait pris des précautions, de plus en plus de précautions, puisqu'elle ne pouvait ignorer que l'impérialisme allemand considérait la Russie comme un objectif premier. Ça, je dirais, il n'était pratiquement aucun moyen de le savoir en fait. Même avec le livre traduit de Carley. Je n'ai pas fait d'enquête, je devrais, hein, je vais la faire peut-être un de ces jours, mais il est très probable que le livre de Carley n'est pratiquement pas connu, de même que Roberts n'était pas connu du tout, puisque ses ouvrages avaient été publiés en anglais. L'ouvrage est publié en anglais en 2006. En 2007, donc c'est un ouvrage en gros, vous le noterez, qui porte sur de la guerre mondiale à la guerre froide, 1939-1953, c'est-à-dire une période non seulement essentielle dans l'histoire de l'Union soviétique, mais nul ne l'ignore, dans l'histoire générale du monde, hein, y compris, bien entendu, dans l'histoire de la France. Et d'ailleurs, mon correspondant GM, devenu Guillaume Molinier, m'a montré que son temps lui était tellement compté que il n'avait même pas pu lire le sous-titre de Stalin Wars. Vous voyez, je vais vous le faire circuler, ça. Vous voyez d'ailleurs que dans le bouquin, Stalin's Wars, c'est quand même écrit gros. C'est à peine nécessaire de vérifier ce qu'il y a en dessous, de sorte que M. Molinier m'a expliqué que ça n'avait pas d'intérêt pour les étudiants de Paris 1, parce que ça traitait de l'Union soviétique d'après la Deuxième Guerre mondiale. Ah bon? On a des responsables de collection et d'achat à la bibliothèque de Paris 1 qui ne savent pas que de 1939 à 1945, il y a eu une guerre générale. Bon, enfin écoutez, hein, ça pose le problème des recrutements. Même, il a fait des études d'économie. Je pense que c'est peut-être ce qui lui donne cette extraordinaire assurance sur la neutralité. Donc, le livre n'est pas traduit pendant je ne sais combien de temps. Moi, d'ailleurs, je demande à mon éditeur académique, Armand Collin, je le dis tout de suite à Armand Collin en 2006, en disant que vraiment, ça me semble un bouquin d'une importance considérable. Bon, oui, ah bon, vous savez bien que les éditeurs, sauf à diffuser les âneries sur le Tsar rouge et autres fariboles, c'est-à-dire un des auteurs anglophones qui se fait traduire dans les 6 mois, ils n'aiment pas dépenser beaucoup d'argent pour traduire les livres, et donc on est tranquille, et il faut le savoir. On ne sait pratiquement rien, non seulement sur l'URSS, mais sur la réalité des relations internationales, sur la politique de l'URSS, sur la vraie politique des États-Unis, etc. On ne sait rien parce que rien n'est traduit. Les bouquins les plus importants, pratiquement aucun n'est traduit. Ça, il faut déjà le savoir. Et quand il est traduit, par miracle, commencent les difficultés. Car Delga
décident, les éditions Delga décident de traduire cet ouvrage. Et puis, une fois que l'ouvrage a été traduit, voilà, il est entré dans ce que le mépris, l'arrogance, la désinvolture d'un bibliothécaire d'aujourd'hui nous permet aujourd'hui de savoir, c'est qu'il existe une censure considérable contre un ouvrage, alors, qui est plein de qualités, je dirais dont les principales qualités, et c'est quelque chose de très important, repose sur le fait que, grosso modo, elle balaie toutes les sottises qui ont encombré la production, pas seulement française d'ailleurs, en gros depuis la mort de Staline, c'est-à-dire qui consiste à expliquer que Staline est un crétin qui était tellement entiché de son Hitler que, bien entendu, il n'a rien compris, rien vu. Il n'a pas compris du tout que les Allemands voulaient lui faire la guerre. Alors, je dois vous le dire, moi qui fais de l'histoire aussi, je me suis quand même aperçu, mais ne travaillant pas sur les archives de l'Union soviétique, que si Staline n'avait pas été au courant, il aurait été le seul dirigeant de quelque pays que ce soit, car tout le monde était au courant. Absolument tout le monde, ne serait-ce d'ailleurs que par l'énorme concentration de troupes allemandes dans cette petite Roumanie proche, ma foi, dont on ne pouvait pas penser qu'elle contenait tant de force et que c'est elle-même qui allait s'en servir. Donc il montre que, bien entendu, ce n'est pas un crétin, qui ne se prend pas la tête pendant plusieurs jours parce qu'il ne peut pas supporter l'idée que les Allemands, en qui il avait tant confiance, envahissent l'Union soviétique, que c'est quelqu'un qui évidemment a réfléchi à la guerre, que ce n'est pas non plus une espèce d'abominable despote qui prend ses décisions seul. Alors là, je vais faire une remarque générale. J'ai dit tout à l'heure, ça avait l'air de relever de la plaisanterie, mais c'est vrai, Jeffrey Roberts c'est quelqu'un de très intéressant, je dirais du point de vue de la capacité aujourd'hui à être historien et surtout à être historien reconnu. C'est quelqu'un manifestement, on va le dire, qui a été un progressiste. De toute façon, il n'y a aucun progressiste, aucun non-progressiste qui ait le courage de faire de l'histoire à peu près correcte de l'Union soviétique. Il y a plein de gens qui font de l'histoire de l'Union soviétique, naturellement non progressistes, parce que il faut faire de l'histoire montrant que Staline est un fou, un sanguinaire, un génocidaire, etc. Mais de gens qui... Pardon ? Et un abruti. Et un crétin, éventuellement un crétin, oui, particulièrement était très crétin en 1941. Quand il n'était pas crétin, c'était un matois, puisque vous savez que ce crétin a quand même trompé tout le monde à Yalta, ce pauvre Churchill impuissant, ce pauvre Roosevelt tout à fait naïf, si bête lui-même. C'est curieux d'ailleurs, je suis tout à fait frappé par le personnage à multiples facettes qui est Staline, qui, dans l'entre-deux-guerres, est qualifié de suppôt pantin des Juifs, parce que figurez-vous qu'avant 1945, l'Union soviétique est une espèce de suppôt judéo-bolchevique, où les Juifs font ce qu'ils veulent. C'est une grande entreprise, la première entreprise mondiale du judaïsme, dit un de nos officiers, envoyé en mission théoriquement de coopération militaire en Union soviétique dans les années 1930. Et c'est le même Staline d'ailleurs qui est devenu une espèce de suppôt maléfique, persécuteur de juifs après 1945, et le crétin de 1941 qui est devenu quelqu'un d'extrêmement intelligent, fourbe, habile en 1945. C'est vraiment une personnalité très riche. Et donc je disais, Roberts et à l'origine, c'est clair, quelqu'un qui avait de la vaillance, du courage, c'est pour ça qu'il a fait ce bouquin. Mais c'est aussi intéressant sur la carrière suivante. Il se trouve que il a eu, parce que dans le monde académique anglophone, il y a une division bien sûr
entre les anti-soviétiques délirants et ceux, ils sont assez nombreux, qui considèrent qu'on peut quand même essayer de se servir correctement des archives et ne pas forcément présenter l'Union soviétique comme un suppôt de crétins, d'assassins, etc. Donc il y a dans le monde anglophone une capacité de reconnaissance du bon travail, d'autant plus que l'histoire n'y est pas une sorte d'enjeu politique, c'est fait pour Happy Few, de toute façon personne ne la lit, elle n'intervient pas l'histoire dans le débat politique, il n'est aucun parti, aucun mouvement qui en effet en quelque sorte un instrument de connaissance ou de propagande. Oui, instrument de propagande c'est, mais je veux dire instrument de propagande populaire. Par conséquent, si vous voulez, il y a une relative, je ne dirais pas une grande liberté, hein, mais il y a une relative liberté académique sur des ouvrages un peu iconoclastes. Même si la carrière des iconoclastes est en général moins brillante que de ceux qui rentrent dans le rang et qui se tiennent à table comme on attend qu'ils le fassent. Et donc c'est le cas de Roberts qui fait un ouvrage tellement impressionnant par les sources et en plus tellement iconoclaste qu'on aime bien dans le monde anglo-saxon que ses collègues portent jugement. Ils ne sont même pas seuls, d'ailleurs je dois vous le dire, parce que nous avons aussi, qu'est-ce que j'en ai... Ah bah oui, je vous l'ai fait circuler. Nous avons même Georges-Henri Soutou, dont je vous recommande la lecture de l'affiche de présentation, qui est, je dirais, s'il existe un représentant des couches dominantes dans le monde académique, c'est bien Soutou. Bon. Pro-européen, pro-américain, membre du siècle, si vous voulez, la quintessence de ce qu'on appelle la réaction historiographique à Paris IV. Mais à Paris IV, il y a quand même souvent une tradition de gens qui font de l'histoire avec des vieilles méthodes, vous voyez, comme les bons vieux réactionnaires de Paris IV d'il y a 40 ans, qui se battaient avec des archives et qui ont continué quand même de temps en temps à honorer les archives. Mon collègue Soutou a fait une critique. Il s'est donné la peine de faire 7 pages de critique. Bon, je trouve la critique, évidemment, je ne suis pas d'accord avec la critique. Il y en a une tartine sur l'idéologie. Or, ce que nous montre Robert, c'est que Staline n'est pas du tout un idéologue. Staline est quelqu'un qui est un marxiste et qui, avant tout, s'occupe de praxis et des possibilités, du rapport de force, etc. Mais il fait une critique qu'il conclut en expliquant à quel point, au sein d'un courant historiographique de révision du personnage de Staline, qui se dégage et grandit non seulement en Russie, mais dans l'ensemble du monde académique qui utilise les sources pour faire une histoire de l'Union soviétique, ce qui n'est pas le cas en France. Que ce courant, donc dans ce courant, Roberts est un représentant éminent et qu'on peut considérer que son ouvrage est l'ouvrage dominant sur la question, sur la période du courant en question. L'historien, un des historiens les plus réactionnaires de France, a l'honnêteté, peu après la sortie du livre en anglais, de dire cet ouvrage mérite considération puisque d'un courant historiographique, il est le plus représentatif, le plus scientifique, même si il rouvre le débat, même si, dit-il, je le comprends bien, le débat n'est pas clos. Bon. C'est donc un ouvrage scientifique à beaucoup d'égards, c'est un ouvrage qui est marqué par, je pense, d'abord peut-être les préférences personnelles de Roberts. Je n'arrive pas très bien, j'arrive de mieux en mieux à identifier ce qu'est Carlet, pas aussi bien à identifier ce qu'est Roberts, mais grosso modo, Roberts veut faire une histoire de Staline en disant j'aime pas tellement Staline. Bon, Staline, c'est quand même un dictateur. D'ailleurs, vous voyez, à peu près toutes les pages, il y a le dictateur. Bon, on a compris une fois qu'on a dit qu'il était dictateur, vous voyez. Donc je pense qu'il a eu souci de se garantir et ce qu'il n'a pas, les sources sur lesquelles il n'a pas travaillé,
il leur a donné, il a donné à ce sujet des interprétations que je qualifierais plutôt d'idéologiques. C'est-à-dire que, par exemple, quand il n'a pas travaillé sur une question, mais comme il aime bien Staline et qu'il le voit avec des sources souvent, de ma foi, prendre des bonnes décisions, il dit « Oh, il se trompe parce qu'il est idéologue. Forcément, quand on est communiste, on est un peu idéologue, hein, vous voyez, les autres non, mais les communistes, oui. » Et il dit, par exemple, sur la question de l'armée, ça c'est pour mes critiques de la première partie, 39-45, j'en ai assez peu, hein. Il y en a une, mais qui montre tout simplement qu'il n'a pas travaillé sur la question. Ce qui lui permettait, c'est bien de ne pas travailler sur une question, parce que ça vous permet aussi de vous réhabiliter sur le plan idéologique. C'est le domaine dans lequel vous pouvez dire ce qu'on attend de vous. C'est ça qui est commode. Vous voyez, à partir du moment où vous travaillez dans tous les coins, il n'y a plus d'échappatoire. Mais quand vous ne travaillez pas, par exemple, il nous dit, bon, c'est fou ce qu'il a fait avec son armée, cette affaire Tukhachevski, c'est fou. Mais sûrement, c'est parce que il a été pris de paranoïa. Il a eu peur. Bon, moi je peux vous dire que c'est pas vrai. Hein. Il n'a pas eu peur du tout. Il y a eu un complot à la tête de l'armée. Les soviétiques ont découvert le complot à la tête de l'armée. Moi je ne connais pas les archives soviétiques, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les occidentaux, ils avaient découvert le complot. La preuve, c'est que j'ai trouvé les traces. Bon. Et que jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas encore eu de contradicteur à cet égard. Donc, moi j'explique ce que c'est que le complot Tukhachevski. Lui il dit, oh, bon là il y a une boulette, mais bon c'est parce que en fait il a mal compris. Donc si vous voulez, Staline serait un petit fragile qui de temps en temps a des accès de parano. Bon, dans les domaines, je le répète, où il n'a pas travaillé, il trouve Staline un peu paranoïaque. Ça n'est pas grave, on va essayer de voir là où il a travaillé. Dans quoi il a travaillé? Ben, d'abord, il connaît bien les conditions de la signature du pacte germano-soviétique, parce que c'est un vrai historien, je l'ai dit, des relations germano-soviétiques. Donc sur ce point, vous êtes tranquille. Il vous explique, bien que ce soit évidemment la phase finale, il vous explique dans quelles conditions il signe son pacte germano-soviétique. Alors ça donne lieu d'ailleurs de la part de mon collègue Soutou à des choses. Si vous voulez, mon collègue Soutou, il ne cite que des hyper-idéologues ultra anti-soviétiques, qui glose sur la base de témoignages ou de seconde main sur le fait que Staline était très idéologue. Alors évidemment, il avait quelque chose qui est quand même très très gênant, surtout pour M. Soutou, il avait des objectifs révolutionnaires qui étaient quand même très effrayants. Mais en réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ce que montrent les archives diplomatiques, et que Roberts connaît très bien, c'est que, en gros, depuis 1933, moi j'ai montré que c'était depuis 1932, mais on ne va pas chipoter, depuis que les hitlériens sont au pouvoir, les soviétiques savent de manière très sûre qu'ils vont avoir la guerre. Et qu'il y a deux solutions. Et j'y insiste, hein, parce que c'est quand même la clé des décisions prises avant la guerre, et évidemment qui dicte les préparatifs de la guerre. Soit les soviétiques vont être en mesure de reconstituer l'alliance tripartite qui a été l'alliance permettant de mettre en échec l'Allemagne dans le cadre de la Première Guerre mondiale, puisque l'Allemagne ne peut pas supporter une guerre sur deux fronts. Elle ne peut supporter une guerre, elle ne peut être victorieuse qu'en cas de guerre sur un front. Sûrement pas, la Première Guerre mondiale l'a démontré sur deux fronts. Donc, le raisonnement de Staline et des soviétiques, c'est on essaie de reconstituer l'alliance franco-anglo-russe. Je dois le dire, moi je l'ai montré dans divers ouvrages, c'est un raisonnement qui a commencé avant, c'est un raisonnement qui commence avant même la victoire de Staline, puisque c'est un raisonnement qui est transparent dans les années 20. Mais qui est absolument clair à partir de 1932-33, de telle sorte que les diplomates préviennent que si une alliance tripartite n'est pas passée, l'Union soviétique n'aura qu'une solution. Ils préviennent dès 1933, moi j'ai cité des textes aussi. Dès 1933, l'Union soviétique sera obligée de passer un compromis pour gagner du temps,
et essayer de se renforcer le plus possible avant l'assaut inévitable. Donc ça dicte toute la période, évidemment, qui aboutit au pacte germano-soviétique qui est de la responsabilité exclusive des Occidentaux, comme on le savait en 1945, comme on le savait dès les années 1950, puisque dans les années 1950, on disposait d'une partie considérable des archives britanniques publiées qui l'attestaient, à tel point que Germaine Villard, historienne, prof de prépa, mais qui a fait de nombreux ouvrages d'histoire, avait montré dans un ouvrage, je crois, de 1954, en s'appuyant exclusivement sur des archives britanniques publiées, ce que on devrait savoir, mais vous l'observerez, que grâce à la politique des bibliothèques publiques, de la propagande quotidienne, de la presse télévisuelle, écrite, de la radio, on ne sait pas. Ce qui d'ailleurs donne un certain éclairage à une remarque que Kenny, ton auteur, fait à propos du livre de Roberts. Et à propos en particulier d'un des éléments de ce livre, Katyn, hein, puisqu'il fait une analyse de Katyn. C'est-à-dire ce que dit Kenny dans une critique sur le livre de Roberts, paru je crois début 2007, ou il me semble que c'est début 2007, dans un organe du Parti communiste d'Irlande. Il dit: l'Union soviétique aurait dû dire les choses parce que si elle avait sorti les archives, voilà une affaire qui serait liquidée. Eh bien, je dis à Kenny, je le dis ici, j'ai dû l'écrire d'ailleurs, c'est vrai, ça aurait été mieux que les soviétiques lâchent les archives. Moi, je suis toujours pour qu'on lâche les archives. Ça n'aurait rien changé. Pour une raison très simple, c'est que les archives sur le pacte germano-soviétique, on les a. Et que nous sommes en 2015 dans la situation à peu près en France où nous étions entre 1938 et 1939 et 1941. Ce qui veut dire que pour que la vérité triomphe, il ne suffit malheureusement pas que de bons historiens fassent leur travail et que des archives soient disponibles, vues ou pas vues par les historiens ou par les citoyens. Donc il fait une analyse de Katyn. Et pour que vous mesuriez d'ailleurs le degré de la censure en France, il se trouve que quand le livre de Roberts paraît en anglais, moi je cherche à faire des critiques de ce livre, hein, évidemment. J'ai réussi à en faire une quand même dans le Monde Diplôme. Et je cherche à en faire, et puis je demande au cahier d'histoire critique, ex-cahier d'histoire marxiste, etc., de faire une critique. Je la fais, je l'ai faite, la critique. Et en particulier, j'y analyse ce qui est dit sur Katyn. Vous savez ce qu'il dit sur Katyn, qui pose des problèmes qui ne sont pas résolus, même par lui. Lui, sa thèse est la suivante, et comme je n'ai pas le temps évidemment de vous présenter le livre, je vais donner les éclairages sur très peu de choses. Je vais le faire sur Katyn pour vous montrer simplement dans quelle situation de blocage nous sommes. Il se trouve que Katyn, c'est quelque chose d'assez simple. Si c'est comme ça que ça s'est passé, ce n'est pas ce que dit Fleur, sur la base notamment d'un début d'analyse archéologique. Hein. Fleur, il pense que c'est les Allemands qui ont fait Katyn. Moi, je n'en sais rien. La seule remarque que je puis faire, c'est que c'est le seul élément très important de politique extérieure, de politique internationale, dont je n'ai pas trouvé d'écho dans les archives contemporaines, au moment, d'abord évidemment, et au moment du déroulement, ça c'est possible, et surtout au moment de la découverte en 1943, alors même que le seul élément que je trouve, moi, dans les archives françaises, c'est de la propagande d'Henriot et autres, qui est tout simplement copiée sur la propagande allemande, mais je n'ai pas d'informations indépendantes, si je puis dire, sur la question. C'est ce qui me fait d'ailleurs aussi douter, mais comme je n'ai pas compétence sur la question, je ne dis rien. Ce que dit Robert, c'est, voilà, 400 000 prisonniers de guerre polonais. Sur 400 000 prisonniers de guerre polonais, les soviétiques font des efforts désespérés de conviction, parce que les soviétiques passent leur temps à dire aux Polonais
comme ils l'ont dit d'ailleurs après-guerre, à tous les Slaves, bon écoutez, voilà, nous sommes menacés par l'impérialisme allemand, il nous faut faire une alliance entre Slaves et nous nous en sortirons que comme ça. Donc, le grand thème, si vous il y a une entreprise de propagande très très active sur les prisonniers qu'on met dans des camps de prisonniers, hein, et puis à qui on fait de la propagande, comme on fait, vous le savez, couramment chez des prisonniers de guerre en guerre. Hein, c'est-à-dire, voilà, essayer de montrer à ces militaires polonais qu'ils ont été trompés par leurs dirigeants, ça c'est incontestable, hein, qu'ils ont été trompés, que leur rôle n'est pas de soutenir les Allemands, que leur rôle est de soutenir tous les éléments slaves qui font l'objet des assauts de l'impérialisme allemand. Ça marche ou ça ne marche pas, j'en sais rien, ça marche probablement pas très bien, mais enfin, ils en relâchent 380 000 de militaires, où ils les laissent dans des camps, mais voilà, il leur arrive rien. On continue à les entretenir de la solidarité soviéto-polonaise. Et puis il y a 20 000 officiers, ces 20 000 officiers dont on a retrouvé les charniers en 1943, qui ont été exécutés, dont la thèse est donc qu'ils ont été exécutés par les soviétiques. Et qu'est-ce que dit Roberts? Roberts dit quelque chose de très grand bon sens. Il dit, d'abord, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'histoire soviétique, par ailleurs. Hein, vous voyez, des massacres allemands, des massacres nazis, on en a de tous les côtés. Hein, bon, on n'est pas un prêt. Là, c'est un phénomène unique, c'est un événement unique. Donc sa thèse, c'est une thèse qui est la suivante. Ils ont très peur, et ils ont raison. On est en mars 1940. Alors c'est vrai, on est à un stade de la guerre russo-finlandaise qui devient très favorable. C'est les premiers mois, les réflexions des premiers mois de 1940, c'est-à-dire une situation dans la guerre russo-finlandaise difficile. Il y a une très bonne analyse de la guerre russo-finlandaise, remarquable. Et il dit, la crainte des soviétiques, c'est que les 20 000 officiers qui ont été éduqués, formés, je dirais, avec une idée unique, c'est incontestable, c'est-à-dire combattre l'URSS. Ils vont en cas d'invasion, enfin, quand il y aura invasion allemande, ils vont rejoindre les Allemands, et par conséquent, outre les Allemands, on aura 20 000 officiers supplémentaires. Voilà, voilà. C'est une interprétation, il n'y a pas les sources, hein. Mais c'est une interprétation, si vous voulez, qui est au moins vraisemblable. Alors moi, il y a quelques années, je demande à faire la critique. Et on me dit, ah ben non, je donne mon texte, ah ben non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser dire ça sur Katyn. Je dis, mais c'est pas la question, pas de savoir si on peut laisser dire ça. Je répète ce que dit, je décris ce que dit Roberts. Ah ben non, non, on ne peut pas imposer ça à nos lecteurs. Ah, vous comprenez? Vous imaginez bien ce qu'on peut imposer à la bibliothèque Pierre Mendès France de Paris, des fois qu'on choquerait nos pauvres petits étudiants qui peuvent lire sans problème du Carrère d'Encausse, du Bruckner, du BHL, là vraiment ça n'altérera pas leur petite sensibilité, mais ça vraiment c'est épouvantable. Alors donc on ne peut pas parler de Katyn, et ça vous explique, c'est un des éléments évidemment qui permet de comprendre qu'on ne puisse pas le mettre sur des rayons. Alors, sur la guerre. Bon, ben sur la guerre, cet ouvrage fait litière de toutes les âneries, sur la base de sources, de toutes les âneries qui se sont déployées au moment, dans la phase khrouchtchevienne. Il faut bien dire que le papa de Nicolas Werth, hein, là il y a bien humour du père, hein, le papa de Nicolas Werth, c'est-à-dire Alexander, bon, qui s'appelait Wolf, mais c'est pas grave, on va l'appeler Werth, qui était un très grand journaliste, qui avait été le journaliste du Manchester Guardian et qui est très vraisemblablement le meilleur connaisseur, un des meilleurs connaisseurs de la situation intérieure française, puisqu'il est en poste pour le Manchester Guardian de 1935 à 1940. Vous savez, ça va faire un long stage à partir de 1941 dans l'URSS en guerre. Et il en sort cet ouvrage que certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est-à-dire cette extraordinaire Russie en guerre, Russia at War, qui a été d'ailleurs réédité, si je ne m'abuse, en 2011, avec
Oh, je crois même que c'est Nicolas Vert qui a fait, je ne sais pas comment il s'est débrouillé d'ailleurs pour faire La une... préface n'a rien à voir avec le contenu du papa. Ah, ça, je veux bien croire, à moins qu'on ait détruit le contenu du papa, mais bon. Il était ayant droit. Hein. Voilà. Or, si vous voulez, c'est bien ce qui montre le caractère absurde de la situation dans laquelle on se trouve. Finalement, quand vous lisez Russia War, vous avez à peu près ce qu'on sait aujourd'hui, sauf qu'on a des archives nouvelles, mais que ça ne change rien. Et donc, ça signifie que, en gros, les archives vues par Roberts corroborent ce qu'on savait dans les années 1960. Bon. Et qu'on a quand même réédité en 2011, qui est déjà, ma foi, je ne sais pas si c'est parce que c'est le père de Nicolas Vert, mais en tout cas, qui est un élément, au moins un élément intéressant dans l'historiographie soviétique. Alors, y a-t-il eu surprise en 1941? Je n'y reviens pas, non. Et surtout, je trouve le caractère, enfin l'aspect, un des aspects les plus intéressants du livre, c'est de marier les archives et une bonne connaissance d'une historiographie anglophone gigantesque sur la guerre, parce qu'il faut le savoir, alors que nous, figurez-vous, à Paris, hein, nous n'avons pas d'enseignement de la première à la troisième année sur l'espace soviétique, ni sur la Deuxième Guerre mondiale, mon Dieu. Écoutez, mettez pas surtout vos enfants, vos familiers à l'université Paris 1. On s'aperçoit que depuis 15 ans, il y a eu une floraison d'ouvrages. On commence à le percevoir d'ailleurs parce que ces derniers temps ont été publiés en français des ouvrages, je dirais, qui attestent un effort limité de la part de leurs rédacteurs, qui ont simplement pompé tout ce qui existe dans des ouvrages remarquables qui, eux, ne sont pas traduits. Parce que vous voyez d'ailleurs à quoi mène la non-traduction des bons livres. C'est que de benoît historiens ou présentés comme tels peuvent pomper des ouvrages dont personne ne peut en France, finalement, connaître la paternité, hein, puisque y a des coucous qui viennent se mettre dans le nid des autres. Il fait aussi, je dois dire, litière d'autres énormités. Alors nous voilà encore au cœur, je dirais, des problèmes évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les archives qu'on veut, on n'arrivera pas, je dirais, tant qu'on ne sera pas dans une situation où les forces de gouvernement ont intérêt à ce que les populations soient intelligentes, on n'arrivera pas à faire connaître des choses qui sont connues pratiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il fait en effet justice de quelque chose qui est un brûlot aussi violent que le pacte germano-soviétique, Katyn, et même encore autre chose, et à propos de quoi d'ailleurs mon collègue Soutou a quand même l'audace de nous indiquer comme bibliographie Alexandra Viato, qui fait partie des, de la production délirante qui est très très développée chez nous, de ce que j'appellerais des Polonais à la bec, hein, qui vomissent l'Union soviétique, qui haïssent les Russes, enfin, qui sont une espèce de condensé de ce qu'est l'aristocratie polonaise depuis des temps immémoriaux et pas moins depuis les 19e et 20e siècles. C'est-à-dire qu'ils montrent que l'Union soviétique, mais le père de Nicolas Vert le disait, ne pouvait pas militairement libérer Varsovie, pour des raisons qu'il explique. C'est-à-dire qu'il y a une extension des fronts qui est gigantesque, et que... Alors c'est là quand même que, si vous voulez, il faut mettre l'accent... bon, vous me direz, l'histoire, c'est pas de la bonne foi, les relations internationales, c'est pas de la bonne foi, ça n'est pas fondé sur la vérité, mais quand même, de temps en temps, on a un peu d'émotion en s'apercevant que l'Union soviétique se trouve en situation d'impossibilité d'aller à Varsovie, donc d'avancer, elle est sortie de ses frontières en juillet 1944,
à l'été 1944, et elle ne peut pas conquérir, elle ne peut pas aller plus loin parce qu'elle prépare l'opération Bagration, la gigantesque opération qui est la pré-mort définitive de l'armée allemande dans la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout, c'est une opération qui est lancée pour permettre le second front. Sans Bagration, il n'y a pas de lancement du deuxième front. Car le deuxième front, évidemment, ça n'est pas l'objet du livre, mais nous avons tout ce qu'il faut en matière de sources et en matière de travaux anglophones pour le démontrer. Quand est-ce que commence le second front? Il commence quand il s'agit de ne plus courir de risques militaires, mais que le rapport de force est établi et qu'il faut se grouiller d'aller occuper le terrain avant que les troupes soviétiques n'avancent. Car il se passe avec le second front exactement ce qui s'est passé, et c'est une des illustrations de ce qu'on appelle la stratégie périphérique, de ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire ce que personne ne sait. Je ne sais pas si on le sait en France. Au bout d'un an et plus de tapage sur la commémoration de la Première Guerre mondiale, les États-Unis ne sont pas entrés en guerre en avril 1917, ils ont apporté leurs troupes à partir de mars 1918. Et en mars 1918, comme le montre le très intéressant ouvrage de Pauwels, l'intéressante synthèse parue à Aden qui s'appelle 1914-1918, la guerre des classes, et qui est certainement chez Dominique, comme le montre très bien cet ouvrage, dont je vous recommande la lecture. Lorsque les Américains arrivent en 1918, les Allemands sont déjà vaincus. Et la défaite de l'été n'est qu'un élément supplémentaire, puisque les Allemands ne parviennent même pas à capitaliser leur victoire de Brest-Litovsk, le compromis terrible que les Soviétiques ont dû passer en mars 1918, et qu'ils sont déjà vaincus. Il se passe la même chose avec le second front. Et donc, il montre très bien, finalement, sans émotion, ce qui est évidemment le devoir d'un historien, mais ça n'empêche pas le citoyen d'éprouver une certaine émotion, que finalement, une opération qui est décisive dans les conditions de la victoire américaine et de la capitalisation de la victoire américaine, c'est-à-dire de la capacité de s'étendre sur une vaste zone d'influence, ça repose sur la capacité militaire de l'Union soviétique. Or, au moment même où se fait cette opération Bagration qui rend possible un deuxième front à moindre frais, à faible frais, bien entendu, on pourra toujours me dire que quelques milliers ou dizaines de milliers de morts, c'est beaucoup, mais je rappelle que la prise de Berlin, les préliminaires de la prise de Berlin, ça représente à soi seul entre 200 et 300 000 morts, et que les pertes totales des États-Unis, les pertes totales de la Deuxième Guerre mondiale, tout front confondu, front européen et front pacifique, ça représente de l'ordre de, on dit maintenant un peu moins, 300 000 morts. Bon. Il faut donc mesurer ce que l'Union soviétique, qui n'a cessé de perdre au fil de la guerre des centaines de milliers, des millions de ses ressortissants, puisque vous savez que finalement le bilan de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'Union soviétique représente, s'est établie aujourd'hui nettement plus que la moitié des pertes totales, et bien que même cette opération si décisive dans la présence américaine en Europe a servi au moment même où l'opération Bagration commençait d'abcès de fixation, puisque les anglo-saxons, qui se servaient des Polonais comme ils s'étaient toujours servis des Polonais, car ils n'avaient pas commencé en 1944 naturellement, se sont arrangés avec les Polonais dits de Londres pour faire de cette affaire de la non-prise
de Varsovie, une espèce de brûlot dont on nous rebat les oreilles périodiquement, d'ailleurs encore récemment, puisque Dame Viato fait l'objet d'invitations permanentes, tiens d'ailleurs chez Jean Lebrun notamment, si je ne m'abuse, tu vérifieras avec lui. Donc, je dirais que, quoi que ce soit que fasse l'Union soviétique, lui a été imputé à reproche, et que Roberts a l'honnêteté de montrer à quel point le second front, enfin l'Union soviétique a joué un rôle dans l'écrasement de la Wehrmacht, non seulement pour elle-même, mais c'est ce qu'on comprend très bien en lisant son livre, pour la victoire des États-Unis, car il faut le comprendre, la puissance financière des États-Unis leur permet de profiter d'une guerre qui, sur le plan militaire, n'a pas été remportée par eux. Oui, ils ont été les maîtres de la guerre, comme l'ont très bien compris les classes dirigeantes d'Europe, au minimum dès l'été 1941. C'est-à-dire quand le Blitzkrieg est mort dans les plaines de Russie. Mais il est certain que cette puissance financière avait besoin, absolument besoin, que la Wehrmacht fût vaincue. Et qui a vaincu la Wehrmacht? Eh bien, l'effort militaire de l'Union soviétique. Et ce livre est un livre qui, en 2006, et ça reste pertinent aujourd'hui, même si de nouveaux ouvrages ont été publiés, c'est un livre qui démontre que oui, la Deuxième Guerre mondiale est incontestablement une guerre qui a été gagnée par l'armée rouge contre la Wehrmacht, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution militaire possible que la victoire de la Wehrmacht ou la victoire de l'Union soviétique.